avec ce talk-là. Et merci à tout le monde d'être venu. Ça me fait plaisir d'avoir autant de personnes ici à Dashlane. Donc, je m'appelle Emmanuel. Je suis engineering manager ici. Je travaille dans la server team. Donc, c'est l'équipe en charge de toutes nos API server-side et on maintient aussi notre infrastructure sur AWS. Et ce soir, j'ai voulu parler de confiance en soi. Donc, quand j'ai réfléchi à un sujet sur ce thème de la reconversion, je me suis rendu compte que finalement, quelque chose qui avait été assez difficile au cours de ces années, surtout au départ, c'était vraiment de prendre confiance en soi. Alors forcément, au début, quand on fait une reconversion, on peut se poser la question, en tout cas moi je me posais la question de la légitimité à faire ça. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis vraiment faite pour ça? Et puis, comme dans toute carrière, il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments où on va rater des entretiens d'embauche, il y a des moments où on ne va pas se sentir à la hauteur dans son rôle. Et dans ces moments-là, je pense que c'est vraiment important, au fur et à mesure, d'avoir de plus en plus confiance pour se dire, oui, je vais continuer, je vais persévérer. Et oui, j'ai toute ma place dans ce métier. Et en tout cas, mon message ce soir, ce serait vraiment de vous encourager, si jamais vous êtes déjà dans cette démarche-là, à persévérer. Pour moi, ça a vraiment été la meilleure décision professionnelle que j'ai prise de faire cette reconversion. Et c'est un métier qui peut être super épanouissant. On peut travailler sur plein de sujets variés avec des personnes très intéressantes de tous horizons. Voilà, donc le premier message, c'est de dire que, en fait, oui, quand on fait des reconversions, on n'a pas fait d'école d'ingénieur, donc il y a des choses qu'on ne sait pas, mais c'est pas grave, parce que finalement, chacun va se forger sa propre carrière, son propre parcours technique et son arbre de connaissances. Parce que la réalité de ce métier, c'est que finalement, déjà, il y a beaucoup de choses à savoir, c'est un univers très vaste. Donc, même si on a fait une école d'ingénieur, une école d'informatique, quand on arrive, il y a des choses qu'on sait, d'autres choses qu'on ne sait pas. C'est un métier qui évolue tout le temps. Il y a toujours des nouvelles technologies, des nouveaux frameworks, des nouvelles pratiques. Et en fait, l'essentiel de ce dont on va avoir besoin pendant sa carrière, on va vraiment l'apprendre au cours de ces différentes expériences professionnelles. Et voilà, un peu, c'était comme ce que tu disais, c'est un point de départ, en fait, la formation, et puis ensuite on continue d'apprendre. Et également, il y a plein de choses que vous savez déjà et qui vont vous être super utiles. Parce que être dev, effectivement, c'est pas juste les connaissances techniques. Alors au début, forcément, on s'en rend peut-être moins compte, mais plus on évolue dans le métier et plus on se rend compte que oui, il y a plein d'autres choses qui sont importantes, la communication notamment, etc. Et mon conseil, en tout cas l'idée que je voulais développer ici, c'était que je pense que pour gagner la confiance, il ne faut pas avoir peur de se plonger dans la technique. Le dev, c'est vraiment un métier créatif, en fait. C'est vraiment un métier où on va vous demander d'apporter des solutions nouvelles, de challenger le statu quo, d'apporter des bonnes pratiques. Et ça, même si on est junior, en fait, vraiment dès le départ. Et voilà, donc c'est pas simplement répéter des procédures, etc., comme peut-être on pourrait en avoir l'impression quand on vient de l'extérieur, parce que justement, nous, notre but, c'est quand même d'automatiser tout ça. Donc voilà, c'est vraiment d'avoir cet aspect créatif pour inventer des choses. Et je pense qu'avoir confiance dans ces sujets, à la fois avoir la curiosité d'aller découvrir plein de choses différentes et aussi de ne pas hésiter à aller en profondeur dans les sujets techniques, c'est ça qui nous permet de nous donner de l'aisance, de la confiance et de mettre en œuvre cette créativité. Et la deuxième idée importante pour moi, c'est que c'est super important d'essayer d'avoir des environnements stimulants, des environnements bienveillants. Je sais que tu as dit ce mot et c'est un mot qui est super important pour moi, la bienveillance. Parce qu'en fait, c'est ces environnements-là qui donnent envie d'apprendre avec les autres. Voilà, quand on est dans une entreprise où on apprend avec les autres et pas où on essaye de faire la compétition les uns avec les autres, finalement, c'est beaucoup plus encourageant. Quand on sait que les collègues de travail nous encouragent, écoutent nos idées, nous disent « Ah ouais, c'est super, continue comme ça, etc. » C'est vraiment ça qui permet de progresser. Donc, j'ai fait un petit plan. Donc, au début, je vais parler de comment on fait pour se construire cette base de connaissances. Ensuite, je vais parler un petit peu des entretiens. Et enfin, je parlerai de comment on fait pour grandir en tant que dev, en tant qu'ingénieur.
Avant ça, je vais juste vous donner quelques infos sur mon parcours pour vous donner un peu plus de contexte. Moi, j'ai étudié les sciences politiques. J'ai fini mes études en 2009. J'ai travaillé dans un domaine qui n'avait rien à voir avec la tech. Et puis, j'ai eu envie de me lancer dans le code. J'ai fait à peu près 6 mois de formation où alors, je faisais essentiellement des cours en ligne. J'avais un petit projet en Ruby que je développais au fur et à mesure. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir mon mari qui était développeur comme mentor. Et ça m'a beaucoup aidé et il m'a beaucoup guidé dans mon apprentissage. La suite de ça, j'ai trouvé un stage comme développeur Ruby. Alors, j'étais en Angleterre, et en Angleterre, je pense que c'est plus simple en France pour avoir des stages, même quand on n'est pas du tout lié à une école, à une université. Je sais qu'ici, des fois, ça peut être un souci. Donc là-bas, ce n'est pas le cas. Et donc ça, c'était vraiment cool parce que ça m'a permis de me lancer assez rapidement sur le marché du travail. Après, donc ça s'est transformé en poste de junior Ruby Dev. Donc là, j'étais dans 2 startups dont vous n'avez sans doute pas entendu parler. Après ça, donc en 2015, je suis partie donc au Guardian, c'est toujours en Angleterre. Donc là, j'ai fait ça là, c'était des rôles vraiment back-end. Et puis ensuite, j'ai évolué là-bas et je suis devenue team lead. Donc là, c'était vraiment une entreprise plus établie avec des problèmes de scalabilité intéressants parce que c'est un journal, donc c'est un journal qui a beaucoup de trafic, beaucoup d'utilisateurs. Avant donc de revenir à Paris, je suis revenue en France. J'ai fait un petit peu de remote, j'ai fait un congé maternité. Et puis ensuite, j'ai retrouvé du travail à Dashlane comme engineering manager, et ça depuis 1 an. Voilà. Donc la première partie, building a solid knowledge base. Donc là, j'ai trouvé une citation sur Internet. Certains l'attribuent à Picasso, d'autres l'attribuent au Dalai Lama. C'est pas très clair, mais en tout cas, j'ai trouvé la citation sympa. Learn the rules like a pro, so you can break them like an artist. Donc voilà, c'est un peu cette idée que oui, il y a cette créativité et au bout d'un moment, on va avoir l'aisance, on va avoir la confiance pour apporter ses propres solutions, être en autonomie. Mais d'abord, il faut quand même avoir cette base et connaître un petit peu les règles, certaines règles en tout cas. Alors, j'ai pas mis de liste de sujets. Si vous voulez me poser des questions plus tard ou après, quand on fera la partie pizza, etc., pas de souci. Mais voilà, je voulais insister sur l'aspect, essayer vraiment d'approfondir les sujets. Alors du coup, j'ai pris un exemple personnel. J'essaye de ponctuer ça de petites anecdotes personnelles en espérant qu'elles sont utiles et intéressantes. Donc ça, c'est le premier cours que j'ai fait sur Coursera. Donc c'était vraiment dans ces 6 premiers mois de formation. Et donc là, vous voyez, c'est un cours en fait qui était assez abstrait sur concept of programming languages, strong emphasis on functional programming. En général, la programmation fonctionnelle, c'est pas vraiment un sujet qu'on conseille aux débutants. Les langages, c'était ML, Racket et Ruby. Alors, vous avez peut-être entendu parler de Ruby, ML et Racket, il y a très peu de chances que vous en ayez entendu parler. Moi non plus, je n'ai jamais revu ces langages après avoir fait ce cours. Mais du coup, c'était un peu le but, justement, c'était d'être sur des choses qui étaient assez abstraites. Et voilà, c'était vraiment, ça parlait de l'OOP, de la programmation orientée objet, ça parlait du fonctionnel, ça parlait un peu des concepts qu'il y avait derrière les langages de programmation. Et voilà, finalement, ce que je veux dire par là, c'est il faut pas se mettre de barrière dans son apprentissage. Il ne faut pas se dire qu'on ne peut pas aborder un sujet, même s'il paraît compliqué. Tout est accessible, et en plus, on a la chance, évidemment, d'être dans un écosystème où il y a plein de choses qui sont disponibles et avec lesquelles on peut apprendre. Mon autre conseil, c'est aussi de faire des choses qui vous passionnent. Alors bon, je parle j'ai mis un petit point sur tout le monde n'a pas besoin de commencer le software engineering avec HTML, CSS, JS. Alors évidemment, c'est super intéressant de faire du web, et je sais que souvent les formations vont proposer ça. Et en plus, bon, c'est assez pragmatique parce que forcément, il y a des gros besoins dans l'industrie sur ces sujets.
Mais pour autant, c'est peut-être pas pour ça que vous êtes intéressé au dev au départ. Hein. Je sais qu'il y a des personnes qui ont fait du data cleaning en Python peut-être et se sont dit « Ah bah ouais, finalement, je trouve ça intéressant ». Ou peut-être que vous avez automatisé des spreadsheets, des éléments de votre spreadsheet pour Excel, etc. Et tout ça c'est cool aussi. Et voilà, je pense que c'est important de découvrir un peu quelle est sa passion, de faire des projets qui sont en lien avec ça. Et c'est aussi important, à un moment donné, pour peut-être en complément des formations que vous pouvez faire ou des bootcamps, d'écrire du code que vous designez vous-même et que vous pouvez expliquer aux autres personnes. Alors là, je vais encore vous donner un petit exemple concret, justement, qui était lié à ce fameux petit projet en Ruby dont je vous parlais au départ. Donc, je suis allée revoir mon premier projet sur GitHub avec beaucoup d'émotion hier. Et en fait, donc, comme je vous disais, avant de faire du code, je faisais des formations en français langue étrangère, c'était au Québec. Et en fait, c'était un peu comme ça que ça avait commencé. Je me suis dit, ah ben, ça serait intéressant, pourquoi pas d'avoir ma petite plateforme de e-learning plutôt que toujours distribuer des trucs papier. Et les gens pourraient faire ça chez eux, tout ça, ce serait fun. Et en fait, c'est ça le premier projet sur lequel j'ai travaillé. Et donc là, voilà, c'est un petit fichier JSON avec les questions, les réponses, etc. Et voilà, et en fait, c'est aussi un projet sur lequel j'ai dû faire des choix de technologie. J'ai utilisé MongoDB, j'ai utilisé le framework Sinatra, alors qu'en général, on utilise plutôt Ruby on Rails. Et quand j'ai passé mes entretiens, je pouvais vraiment avoir des conversations avec les personnes qui m'interviewaient sur ça. Ça faisait des conversations intéressantes, ça me permettait de parler un petit peu des choix que j'avais eu à faire au niveau des technologies, etc. Et je pense que ça m'a pas mal aidé pour débuter. Voilà, donc les interviews, alors voilà, c'est des conseils peut-être premier job, mais je pense que c'est des conseils qui peuvent s'appliquer au-delà. Voilà, donc ça, je reviens sur ce que j'ai dit, je pense que c'est vraiment très important d'essayer de trouver des environnements bienveillants, des environnements où voilà, vous savez que vous pouvez apprendre avec les autres, partager du savoir, où vous sentez que vous pouvez poser toutes vos questions, que vous n'allez pas être jugé, mais que vous êtes vraiment, vous vous sentez vraiment soutenu. Et voilà, un environnement où les gens s'encouragent et pas essayent de se critiquer les uns les autres. Alors forcément, c'est pas toujours facile quand on postule de savoir si on va tomber sur ce type d'entreprise. Il y a toujours une part de risque, mais il y a quand même des signes. Souvent, les interviews, c'est vraiment dans les deux sens. Et c'est vrai. Il faut aussi que vous essayiez de poser des questions aux personnes qui vous interviewent en leur demandant ok, ben c'est comment chez vous? Est-ce que vous apprenez ensemble? Est-ce que il y a des moments où vous pouvez travailler sur vos projets, comment l'entreprise traite les problèmes de dev technique. Vous pouvez aussi voir si, je sais pas, l'entreprise a un blog pour les ingénieurs, par exemple. Comment l'entreprise communique sur ses valeurs. Ça, je trouve que ça peut être aussi des signaux intéressants. Donc voilà. Donc, prendre le temps de trouver le bon job. Alors, évidemment, on n'a pas toujours le choix. Et parfois, on a des contraintes qui font qu'on ne peut pas être libre d'attendre aussi longtemps qu'on voudrait pour trouver un travail, etc. Mais si par bonheur, vous êtes dans la position où vous pouvez vraiment prendre le temps, ça peut vraiment être un accélérateur de carrière. Et puis en plus, pour son développement personnel, son épanouissement, c'est fondamental d'être dans un endroit qui nous plaise. Donc je vous conseillerais vraiment de passer du temps à ça, de ne pas rater des opportunités potentielles parce que vous pensez que vous ne serez pas embauché. Petite anecdote personnelle, mais pour le Guardian, j'ai failli, c'était vraiment mon job de rêve. Et j'étais un dimanche matin, le job expirait le dimanche soir, l'annonce, et je me suis dit, non, je ne vais pas postuler parce que je ne serai jamais prise. Et en fait, après, je me suis dit, ce dimanche, tu n'as rien à faire. Écris cette lettre de motivation, qu'est-ce qui va arriver au pire, tu ne seras pas prise. Et en fait, j'ai été prise. Et voilà, donc petite histoire pour dire vraiment, pareil, ne vous mettez pas de barrière là-dessus, parce qu'en fait, on ne sait jamais ce que les gens recherchent, et puis on a tendance à, il faut bien le dire souvent, à se dévaloriser, à pas voir aussi tout son potentiel. Paralléliser les interviews si vous pouvez.
Ça, de manière assez tactique, en fait, c'est vrai que forcément, on gagne de l'aisance quand on a déjà fait plusieurs interviews. Quand on arrive au 3e screening, ben, on va peut-être plus à l'aise sur la manière dont on communique au premier. Idem pour les tests techniques, donc ça permet d'avoir plus d'expérience et plus de choix aussi à la fin. Et petit conseil, s'il y a une boîte que vous aimez plus que les autres parmi celles-là, essayez de ne pas faire le premier entretien là-bas, parce que voilà, on est juste un peu plus entraîné quand on arrive au 2e, et c'est bien. Donc pour ce qui est des interviews, ça paraît peut-être ça paraît un petit peu évident de dire ça, mais je pense que c'est vraiment important de ne pas négliger tout ce qui est de la préparation. Googlisez un petit peu la liste des questions voilà, que les gens posent en entretien. Là, c'est vraiment pour tous les langages, tous les frameworks, Google, React, React Interview Questions, etc. C'est quand même utile pour être sûr qu'on n'a pas de choses qui nous manquent et voilà, qu'on est bien un petit peu à jour sur tous les concepts. Si vous avez le temps de pratiquer tout ce qui est les problèmes solving exercices, les trucs d'algo, etc. Souvent, voilà, on a souvent ça dans les process d'interview. Alors, ça prend énormément de temps. Moi, personnellement, qui n'ai pas trop l'habitude de faire ça. Donc, c'est bien de le faire au fur et à mesure, d'en faire un petit peu souvent. Je pense que ça permet au fur et à mesure de se construire ça. Et pour ce qui est de la non-technique, ben, prenez le temps aussi de réfléchir sur votre expérience passée pour construire la bonne narration. Voilà, quand vous arrivez en interview, que vous ayez le bon message à faire passer, que vous mettiez l'accent sur ce qui est essentiel, vraiment, que vous ayez pu réfléchir à ce que vous avez envie de communiquer. Donc là, j'ai pris un petit screenshot de mon compte LeetCode, qui est une plateforme que je trouve assez sympa pour réviser les trucs sur les algos. Donc encore, petite anecdote personnelle. Donc, grâce à mon précédent employeur, j'ai eu la chance de partir en congé maternité avant mon accouchement. Et du coup, je me suis dit, ben, si j'en profitais pour faire un petit peu d'algo, parce que je savais que potentiellement, après, je devrais retrouver un travail et que ce n'était pas une fois que mon fils serait né que j'aurais le temps de faire des algos. Et du coup, j'ai quand même, voilà, j'ai fait quelques exercices, etc. Et la petite histoire sympa, c'est que quand j'ai postulé à Dashlane, j'ai pu réutiliser un des trucs que j'avais appris pendant ce temps-là pour un de mes exos. Et voilà, j'étais bien contente. Donc, ça sert. Voilà. Et donc, la dernière partie, grandir en tant qu'ingénieur. Donc, voilà, donc là, vous êtes dans le métier, etc. Vous commencez à prendre vos marques. Donc là, j'ai repris cette citation de Robert Martin, oncle Bob. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un qui écrit beaucoup sur l'agile, software craftsmanship. C'est juste trop dur à dire ce mot. Craftsmanship. Et en tout cas, j'ai trouvé la citation intéressante. There are two paths to learning craftsmanship, knowledge and work. You must gain the knowledge of principles, patterns, practices, and heuristics that a craftsman knows. And you must also grind that knowledge into your fingers, eyes, and gut by working hard and practicing. Donc, c'est vraiment cette idée que les deux s'entretiennent. Si vous êtes juste dans la théorie, eh ben, vous ne saurez pas toutes les choses pratiques auxquelles on est confronté dans sa vie professionnelle de tous les jours et qui sont essentielles parce que c'est vraiment aussi l'expérience qui compte. Mais de la même manière, s'il n'y a que la pratique et pas la théorie, ça risque de bloquer à un moment donné parce que voilà, on a aussi besoin de s'enrichir de connaissances en permanence pour progresser. Et voilà, pour finir, je vais vous faire un petit cercle comme ça de comment on peut s'enrichir justement. C'est ok, on apprend au travail, on apprend avec l'expérience, on apprend avec le contact avec ses collègues. Et il faut aussi aller apprendre ailleurs, apprendre en faisant des confs, en faisant des meet-up, en lisant des livres, en faisant des cours, en regardant des vidéos YouTube, etc. Pour savoir ce que disent les gens qui ont déjà résolu ces problèmes. Est-ce qu'il y a des opinions différentes sur la manière dont on peut faire les choses? Quelles sont les grandes tendances aussi? Et voilà. Et ensuite, vous pouvez ramener ces nouvelles idées dans votre travail. Question all the things, c'est vraiment toujours vouloir challenger l'état des choses, améliorer les choses et aussi savoir ce qu'on ne sait pas parce que c'est ça qui permet de continuer à apprendre. Et finalement, je pense que
c'est quand même ça qui fait vraiment aussi la beauté de ce métier, c'est de se dire que on n'a jamais fini d'apprendre, mais en fait c'est cool parce que c'est super motivant et on en apprend toujours et voilà. Donc voilà, c'était la fin pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions maintenant ou après, voilà, je suis disponible.